Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo tout d'abord, merci. Merci à beaucoup d'entre vous qui ont vu les précédentes vidéos. On a atteint les 100 vues, ce qui est déjà pas mal. Et comme certains d'entre vous ont aussi laissé des commentaires très pertinents et ont aidé aussi à enrichir un petit peu cette vidéo, je vais revenir sur Asselineau. Et oui, François Asselineau, enfin, lorsque j'ai fait la précédente vidéo, je n'avais pas le communiqué ni la vidéo de sa mise au point. Et donc c'est pour cette raison que je fais cette vidéo pour justement réagir. Eh bien, finalement, il a réagi comme je l'avais prévu, c'est-à-dire que tout simplement, il défend sa position de façon tout à fait légitime, et je dirais même qu'il donne, après évidemment c'est son témoignage, hein, c'est sa propre mise au point, mais une mise au point qui donne vraiment l'impression que François Asselineau on a quand même gros sur la patate. Gros sur la patate parce que là, je pense qu'on n'est plus sur une simple affaire d'accusation, de harcèlement sexuel, etc. Mais on a l'impression qu'il y a bien une intention autre, d'essayer de le démolir politiquement. Alors, le problème, c'est qu'évidemment, il raconte un petit peu cette garde à vue pendant ces 2 jours qui n'ont pas été du tout plaisants pour lui. Il n'empêche que, même si, lorsqu'il s'agit de plaintes de harcèlement sexuel, évidemment, il y a des procédures, il y a des protocoles qui jonglent énormément sur des jeux psychologiques, sur les, comment on appelle ça, les auditions. Il est évident qu'on dans ce genre d'affaires, on ne va pas jouer les angevins, c'est-à-dire qu'on va essayer un petit peu de déstabiliser, de provoquer la personne pour essayer de la repousser dans ses retranchements et finalement peut-être la pousser à faire des erreurs ou à commettre, je dirais, l'impair qui, à un moment donné, donnera peut-être une piste sur le fait qu'il y a peut-être en effet des éléments à charge à aller chercher chez les personnes auditionnées. Mais le fait est, c'est que, en effet, comme le dit très justement Asselineau, sa stature, sa position sociale, voire même il a tout à fait admis qu'il a pu parfois avoir une attirance, mais seulement une attirance émotionnelle à l'encontre de certains hommes, qui n'en a pas. Je veux dire, même des fois, on a des relations de très forte amitié avec des personnes du même sexe, c'est pas pour autant que tout de suite on va coucher ensemble. Enfin, je pense qu'on est tout à fait d'accord là-dessus, et je pense que tout le monde peut en effet admettre cet état de fait, que parfois il y a des relations qui ne sont pas des relations proprement dites amoureuses, mais qui sont plutôt fusionnelles, passionnelles, sans aller dans de la relation de couple, voire tout de suite aller dans quelque chose de charnel. Et donc, le fait que Asselineau reconnaisse aussi cet état de fait, c'est que là, je pense que François Asselineau est bien parti pour se battre jusqu'au bout. Il a bien rendu compte qu'en effet, il y a sans doute une volonté d'essayer de le déstabiliser, voire de le discréditer, voire de le détruire. Alors, il reste évidemment très confiant parce qu'il est tout à fait assuré qu'il n'y a absolument aucune charge flagrante, on va dire, que ce n'est que finalement que la parole des uns contre la parole des autres. Néanmoins, il y a quand même certains éléments dont il a révélé sur le dossier qui sont quand même très intéressants, et dont une chose qui a l'air d'être assez coutumier d'ailleurs dans le milieu de la justice et des enquêtes, alors que logiquement ça ne devrait pas être, c'est que il semblerait que il y a certaines conclusions d'enquête qui ont été déjà établies à l'avance. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette affaire, parce que moi ça m'a tout de suite fait tilt, sur cet avocat, alors je crois me souvenir que c'était l'avocat de Dieudonné, mais qui je crois aussi avait été l'avocat de Alain Soral, et qui a été attaqué par, je me souviens plus comment on appelle ça, je crois la commission du barreau, ou un truc comme ça, pour se faire radier du barreau.
Et alors il y a une vidéo, hein, alors ça a quelques années maintenant, il y a une vidéo qui a été faite entièrement sur justement cette session, et cet avocat avec plusieurs soutiens ont envahi la salle, et lors évidemment de cet esbrouf, on va dire, de cet événement un petit peu bordélique, on va dire, à un moment donné, eh bien l'avocat a pris le dossier et il s'est rendu compte que sur le dossier, en réalité, cette commission, la commission, en fait, elle n'était que fantoche parce que les décisions étaient déjà prises à l'avance. C'est-à-dire qu'avant même d'être auditionné, avant même de répondre à des questions pour établir si oui ou non il y a de fait, je dirais, de quoi justifier de radier cet avocat du barreau, en réalité, en fait, les décisions avaient déjà été prises à l'avance. Eh bien, c'est malheureusement une pratique qui semble assez courante aujourd'hui dans la justice, c'est qu'il y a des affaires, en fait, ce qu'on appelle de l'expédition finalement. Ce sont on expédie les affaires sans même suivre la logique protocolaire, la logique de la procédure pour préserver, on va dire, le bénéfice du doute de la personne mise en cause au détriment justement de cette justice. Donc on a l'impression que là, Asselineau s'est rendu compte qu'il y a en effet peut-être voire peut-être certainement une volonté politique de le foutre en l'air, de le dégager. Par qui ? Alors là, évidemment, il y a plein de scénarios possibles. On pense, évidemment, à ces collaborateurs qui ont essayé de le discréditer pour essayer de récupérer le parti, et puis ensuite peut-être vendre le parti par petits bouts à d'autres. On pense à certains de ses homologues, que ce soit Dupont-Aignan, que ce soit Philippot, etc., qui peut-être cherchent à démolir le UPR pour ensuite récupérer de l'électorat UPR dans leur parti, parce que bon, malheureusement, ces petits partis-là ont quand même un défaut d'avoir une portion, je vais dire, d'adhérents, une portion d'adhésion, une portion même d'électorat dans les échéances suffisamment importantes pour être pris au sérieux. Tout est possible. On peut même imaginer que peut-être justement le fait que Asselineau est un responsable politique qui a son expérience, qui a son parcours au sein même des institutions, et donc à cette expérience et à cette vision réaliste aujourd'hui de l'univers et de la sphère administrative, de la haute fonction publique, voire même de l'État aujourd'hui de la République, eh bien peut-être qu'en effet ça peut peut-être déranger des gens à la veille d'une échéance, puisqu'on approche de 2022, hein, aujourd'hui l'élection présidentielle, bien c'est dans un petit peu plus de 12 mois maintenant, donc je veux dire, tout est possible. Si vous avez vous-même une théorie qui peut éventuellement être intéressante à exploiter, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Encore une fois, je tiens à préciser, parce qu'il y a une personne qui m'a mis un commentaire dans ma précédente vidéo, comme si je me remettais en doute Asselineau. Je ne remets pas en doute Asselineau, je dis simplement c'est qu'à un moment donné, faut pas faire de plan sur la comète, faut avoir raison garder. Ça ne néglige pas le fait qu'on peut soutenir une personne dans son intention d'accéder et de mettre la lumière sur la vérité. Alors après, on peut se tromper sur la personne. Je veux dire, combien d'entre vous ont peut-être un jour été confrontés à cette situation d'avoir cru ou connaître bien une personne, et puis finalement, cette personne s'est avérée véritable pourriture. Seulement voilà, cette personne savait donner l'illusion, savait manipuler son monde, etc. Et ceci, à la rigueur, et en toute objectivité, Asselineau peut être lui aussi peut aussi réussir à duper un petit peu son monde, même si encore une fois, je veux dire, à l'âge qu'il a, avec l'investissement qu'il a fait dans un parti politique, je vois pas quel aurait été l'intérêt de faire, de mentir à ce point sur des faits qui lui sont reprochés, qui à mon sens
Enfin voilà, je veux dire, c'est pas, comme je le dis et je l'ai déjà dit, ça ressemble en effet plus à un coup monté, à un coup d'État interne, que à je dirais un véritable vice de la personne. Et d'ailleurs, Asselineau a été très précis là-dessus. Il a dit, et même, quand bien même, s'il était homosexuel, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça ferait? Quelle différence ça fait? Philippot est un homosexuel et pourtant ça n'empêche pas d'avoir une carrière politique. Donc en quoi Asselineau, s'il est homosexuel, s'il a des penchants homosexuels, mais à la rigueur, mais chacun fait ce qu'il veut avec son cul, ça ne nous regarde pas. C'est pas ce qu'on demande à une personnalité politique. Je veux dire, on a des tas de politiques, on a même des politiciens qui ont été aux affaires, on a même des présidents qui ont été faire du touche-pipi de temps en temps. Et pour autant, est-ce que ça a déterminé la qualité de leur travail? Non. Hein, donc, je pense qu'aujourd'hui, même si c'était peut-être en effet assez français dans la culture, de donner l'illusion, l'impression d'être une personne de bonne moralité, etc. Mais ça, c'était dans la France sous influence catholique, c'était la vieille France, comme on l'appelle. Aujourd'hui, la France, elle a quand même évolué depuis ces 40-50 dernières années. Donc je pense qu'aujourd'hui, on n'en a rien à foutre des tendances sexuelles des individus. Ce qu'on leur demande, c'est de faire le boulot, c'est de faire le taf avec responsabilité, avec maturité, avec réalisme, et pas comme un certain nombre de guignols qui aujourd'hui s'autoproclament certainement peut-être hétéros, alors qu'en réalité ce sont des homosexuels refoulés. Je veux dire, la preuve en est, c'est qu'on a toujours un doute sur Macron. Bon, après, chacun voit midi à sa porte. Moi, je suis pas là pour juger les gens sur leur tendance sexuelle. Je m'en tamponne le coquillard à un point que vous pouvez même pas imaginer, parce que c'est pas ce que je leur demande. Ce que je leur demande, c'est quand ils prétendent avoir une voix pour accéder à des responsabilités, pour accéder à un poste, à une fonction, voire même être nommé à des fonctions à responsabilité, eh bien, la moindre des choses, c'est que savoir séparer la vie privée de la vie professionnelle pour être irréprochable, professionnellement parlant. Même si c'est toujours difficile, soyons honnêtes, je pense que cette expression est assez théorique parce que de temps en temps, il est toujours un petit peu difficile de séparer un petit peu la vie privée de la vie professionnelle parce que, comme l'a très bien précisé d'ailleurs Asselineau, c'est que de temps en temps, il arrive que dans les milieux professionnels, on rencontre des gens avec qui on a des fois des affinités qui vont bien au-delà de la simple relation professionnelle. Mais c'est humain. Je veux dire, l'humain est imparfait, il est parfait dans certains domaines, il est imparfait dans d'autres, et il faut savoir aussi accepter ces imperfections en tout et pour tout, à partir du moment, encore une fois de plus, que ça ne nuit pas à la maturité d'esprit, que ça ne nuit pas à la responsabilité et à l'honnêteté de chacun, de savoir prendre les bonnes décisions au bon moment, et savoir admettre qu'il faut aussi rendre compte de ses propres actes, de ses propres décisions, surtout quand on a un niveau de responsabilité tel que ses dirigeants, tel que ses élus et ses personnalités politiques aujourd'hui. Ce qui, évidemment, ça rejoint, et je ferai une petite parenthèse là-dessus, ça rejoint un petit peu ce que je disais depuis de plusieurs vidéos, c'est qu'aujourd'hui, on sent bien qu'il y a une intention d'essayer justement de décrédibiliser le paysage politique, pour à un moment donné pousser les populations à se dire, les politiciens, c'est de la merde, donc c'est quoi l'autre solution? Ça fait partie du jeu, et on sent bien que finalement c'est un peu dans cette voie-là que les choses s'orientent. Quand on voit un certain nombre de responsables politiques, ce qu'ils prétendent, ce qu'ils font, et parfois même comment ils sont conseillés en matière de communication, il y a des moments où vous vous dites non, c'est pas possible. Il y a un moment donné, il y a un truc, on a loupé un épisode où il manque une case, où on est dans la 4e dimension, là. Donc, à partir de là, quand vous avez un personnage comme François Asselineau, qui reflète quand même un certain... Alors, évidemment, reflète un patriarcat qui déplaît considérablement à un certain nombre de gens, associatifs, communautaristes, défendant certaines valeurs contre, justement, ce patriarcat blanc mâle de plus de 60 ans.
enfin plus de 50 ans, hein, c'est ça normalement. Enfin bon, bref, de toute façon, je pense que cette affaire, on en reparlera parce que elle a quand même ressurgi un petit peu sur le devant de la scène, pas tellement finalement, parce que qu'est-ce qui joue aujourd'hui un petit peu plus, c'est de l'actualité dont on a peut-être rien à foutre, mais sur lequel on veut focaliser l'attention des gens. Comme je l'ai expliqué sur Twitter, ce qui est assez paradoxal, c'est que, comme vous le savez, aux États-Unis, actuellement, Trump est sur une phase peut-être de se ramasser donc un empêchement, et du fait, si la procédure est confirmée, il sera donc déclaré inéligible et donc ne pourra pas se présenter en 2024. Sauf que actuellement sur les réseaux sociaux américains, chez grand nombre d'Américains, le grand sujet du moment, c'est la procédure d'émancipation de Britney Spears, de la tutelle de son père. Eh oui, malheureusement, l'univers people prend parfois le pas sur ce qui me semble être quand même un peu plus important que de savoir si certaines célébrités ou de se voir focaliser sur les petites affres ou les petits malheurs ou les grandes aventures et soap-opéras de ces célébrités, voire même pire aujourd'hui, de célébrités de la télé-réalité. Donc voilà, c'était une façon de revenir un petit peu sur cette affaire Asselineau, et on passe à la suite. La suite, je voudrais rebondir sur une intervention qui a été faite par un commentaire sur une personne qui disait que la Crimée, elle fait partie de l'Ukraine, que la Russie a signé les accords de soutien et de souveraineté des frontières de l'Ukraine, et que le fait que la Russie ait récupéré l'Ukraine, c'est déroger à son engagement de traité vis-à-vis de la Crimée. Alors peut-être vous avez vu la réponse très très longue que j'ai eue, parce que je pense qu'il est important de rappeler un petit peu l'historique de ce pays, et ça rejoint ce que je disais dans la vidéo où je parlais de la Birmanie, mais la Birmanie en tant que socle à la réflexion, que ce n'est pas parce que nous autres Français, nous avons une perception des choses, parce que nous avons cette particularité d'être un peuple unique et indivisible, hein, alors ça a été au forceps, hein, mais au moins aujourd'hui on est un pays unique et indivisible. Alors certains me diront oui, mais regarde, il y a quand même l'indépendantisme basque, corse, etc. Oui, mais le problème c'est qu'ils sont très marginaux, donc c'est des ersatz, ça ne représente rien. Même les dom-tom, il faut savoir qu'on a peut-être négocié pour un certain nombre d'îles des nouveaux accords pour leur permettre d'avoir un peu plus de liberté ou d'autonomie, mais si vous commencez à faire des référendums sur un certain nombre d'îles pour savoir si elles veulent quitter la France pour avoir leur indépendance, il faut savoir quand même que sur le plan social, économique, structurel, ça pose de gros soucis, parce que ce sont quand même des îles, on va dire, qui n'ont pas des possibilités de s'en sortir économiquement du fait de l'exploitation de ressources particulières, on va dire, bon, peut-être la Guyane à la rigueur, mais encore. Donc nous avons cet esprit français qui fait que nous ne sommes pas forcément très objectifs sur la vision, sur le regard que nous avons sur d'autres pays, et plus particulièrement sur l'Ukraine. Si vous avez l'occasion, vous irez voir donc la réponse que j'ai donnée à cette personne, parce que je ne vais pas refaire tout l'historique de l'Ukraine. Je reviendrai simplement sur le fait que l'Ukraine a été comme la Crimée, une terre qui a été maintes fois conquise, envahie, qui a subi des influences, des déplacements de population, qui a subi aussi des flux migratoires avec toute l'influence culturelle que ça implique. La Crimée, elle aussi, a subi, en sachant que l'Ukraine a des origines alors très très lointaines, slaves, voire même scandinaves, alors que la Crimée a, je dirais, une source civilisationnelle plutôt gréco-romaine. Mais la Crimée a été envahie, a été possédée, tant par les Tatars, tant par l'Empire austro-hongrois, Byzance, et c'est finalement les Russes qui, à partir de la fin, je crois, du XVIIIe siècle, ont finalement pris possession de la Crimée, et de ce fait, y ont aussi intégré, comme ils ont fait à l'époque où ils avaient une majeure partie de la terre
terres ukrainiennes qui appartenaient à l'Empire russe, eh bien, ont brassé des populations. Si bien que la Crimée, vous avez à la fois des influences russes, ukrainiennes, allemandes, arméniennes, grecques. Donc voilà, ça fait un peu un melting pot. Alors, au fil des années, au fil des siècles, etc., ces populations peuvent éventuellement forger une culture, peuvent forger une civilisation, mais à l'allure où vont les choses dans ces régions, à force de changements, je vais dire de propriétaires, mais c'est presque un peu ça. Donc la Crimée était russe jusqu'en 1954, puisque ce n'est qu'en 1954 que Nikita Khrouchtchev a restitué, enfin, pas restitué, mais intégrer la Crimée à l'Ukraine. L'Ukraine qui de toute façon était un satellite russe du fait que même si elle a réussi à réacquérir une sorte d'indépendance en 1917, si ma mémoire est bonne, ça n'a pas duré longtemps, puisque en 1920, les Russes ils ont déboulé, puisque l'indépendance russe a été constituée par une république socialiste communiste, je veux dire, et donc les Russes, eux, ils ont dit, attendez, l'Ukraine c'est quand même le grenier de la Russie, donc hop, ils ont mis le grappin dessus. Et donc la Crimée, le fait d'avoir remis la Crimée, enfin pas d'avoir remis, la Crimée n'a jamais appartenu, historiquement, il n'y a pas eu de possession, de reconnaissance ou de revendication ukrainienne sur la Crimée, mais la Crimée n'est revenue que dans le giron ukrainien que depuis 1954. Donc aujourd'hui, qu'on dise que la Crimée est ukrainienne, oui, elle l'a été peut-être par des traités, mais vous savez, l'histoire nous apprend que parfois vous avez des contrées qui changent de main, vous avez des frontières qui se déplacent, vous avez des accords, des traités, des alliances qui font que parfois certains pays n'existent plus parce que se sont fait partager par des vainqueurs d'une guerre, ou parce que des occidentaux, ou parce que des envahisseurs, ou des empires ont dessiné des pays dans lesquels se retrouvent partagés ou diviser d'autres ethnies, d'autres civilisations qui pourtant à l'origine avaient d'autres terres, etc. Donc il y a des nations comme ça qui, il y a 5, 6, 7 siècles ont existé mais n'existent plus aujourd'hui. Parce que soit ont été englobés dans des pays, ou soit ont été redessinés en englobant 2, 3 tribus, ou 3 civilisations, etc. Donc le fait que nous vivons aujourd'hui avec cette carte, avec ces frontières, ça ne veut pas dire que dans 100 ans, ces frontières seront les mêmes. La preuve, c'est que même en 50 ans d'histoire, nous avons un pays qui s'appelait la Yougoslavie qui n'existe plus aujourd'hui, qui a complètement explosé. Donc qui ne vous dit pas que demain, Serbie, Croatie, Bosnie, Bosnie-Herzégovine, Kosovo, etc., vont pas se refaire une guerre et que finalement la Serbie va finir par mettre le main sur le Kosovo, intégrer le Kosovo, et le Kosovo qui a été déclaré indépendant avec une très forte influence de Washington, finalement n'aura plus lieu d'être et sera intégré en tant que région, la région autonome, etc., à la Serbie ou à la Croatie ou ce que vous voulez. Et c'est comme ça dans beaucoup d'endroits du monde. Alors, après, c'est une question de pacification, c'est une question d'unité. Et c'est pour ça que j'ai commencé cette thématique avec la France, avec les Français, tout simplement parce qu'aujourd'hui, on n'ose même pas imaginer que demain, peut-être la Bretagne, la Normandie, la Savoie, le Pays Basque, la Corse, demain décident de dire ciao la République. Vous voyez, c'est parce qu'on est dans un contexte où il y a cette idée d'unité, d'indivisibilité, ou de portion indivisible, on va dire. De portion indivisible, tiens, c'est pas bon comme expression, mais on a cette notion de souveraineté finalement, et ce qui fait d'ailleurs que ça pose un énorme problème par rapport aux intentions et aux projets européens de transfert des souverainetés de la France dans le giron européen, parce que on a cette notion d'unité, on a cette notion de souveraineté territoriale, culturelle, régionale, que vous soyez breton, normand, savoyard, du sud, ardéchois, bourguignon, etc., vous êtes avant tout français. Ce qui n'est pas forcément le cas, et ça je l'ai déjà expliqué, alors je vais le réexpliquer encore une fois, chez certains de nos voisins européens. En Suisse, vous avez les Suisses romands, vous avez les Suisses bourgons, vous avez les Belges, les Wallons,
les Flamands. Donc, vous voyez, même la Grande-Bretagne. Je veux dire, la Grande-Bretagne, c'est un royaume uni, mais un royaume uni, quel royaume on parle? Ben, vous avez le Pays de Galles, vous avez l'Angleterre, vous avez l'Écosse, vous avez l'Irlande. Sauf que, même encore aujourd'hui, si vous allez véritablement dans le fond des choses, vous allez vous rendre compte que les Gallois, aujourd'hui, vous admettront que les Anglais ont plus ou moins réussi à envahir le Pays de Galles et s'approprier tous les avantages sociaux, etc., au détriment des Gallois d'origine. L'Écosse, je veux dire, les Écossais, il n'y a pas plus fier quand même. Si vous commencez à dire aux Écossais que c'est les Anglais, non mais vous allez vous faire massacrer. Donc vous voyez, il y a encore dans ce pays une certaine fierté, mais avec un certain relent à un moment donné, de se dire, ok, on fait partie du Royaume-Uni, mais demain on peut très bien dire ciao, au revoir, et reprendre notre autonomie, notre liberté, notre indépendance. Hein, regardez l'Espagne avec la Catalogne, par exemple. Il n'y a pas photo. Hein, donc, à partir du moment où vous comprenez ça, que nous avons cette chance en France d'être un pays avec un peuple unique et indivisible, ce n'est pas le cas partout. Ce n'est pas le cas dans tous les endroits du monde. Aux États-Unis, c'est un peu différent parce qu'il y a aussi tout un processus d'État souverain, etc. Mais vous allez vous rendre compte très rapidement que, il y a vraiment une culture de la fierté de l'État d'où les Américains viennent. C'est-à-dire qu'il y a souvent des Américains qui considèrent qu'ils sont meilleurs Américains que celui qui vient de l'État voisin, par exemple. Enfin, mais c'est assez cultivé, hein, même si finalement leurs origines culturelles, leurs origines historiques font que ces notions-là ne sont qu'en fait construites pour essayer de cultiver cet esprit très compétitif qu'il y a au sein de la culture américaine, alors qu'en réalité, si on remonte dans les générations, que vous soyez né dans le Michigan, dans le Texas ou en Californie, etc., si on remonte vos origines, ça se trouve, vous venez tous des mêmes racines. Vous êtes tous d'origine soit irlandaise, soit écossaise, soit flamand, soit en provenance d'Allemagne, de France, puisqu'il y a quand même pas mal d'Américains aussi qui ont des origines françaises, même s'ils les ont beaucoup oubliées. Les Acadiens, par exemple, pour ce qui concerne le Mississippi, la Louisiane, etc. Donc voilà, c'est pour ça que dire oui, mais la Crimée a été est une terre ukrainienne, fait partie de l'Ukraine, etc. Il y a malheureusement un contexte, il y a une situation particulière qui fait que l'Ukraine aujourd'hui, c'est un brassage d'ethnies différentes et donc de langues différentes. Et ce qui fait que, comme à partir du moment, et ce qui a été un petit peu le déclencheur de cette guerre en Ukraine, c'est qu'à un moment donné, le gouvernement ukrainien de Kiev a commencé à vouloir décréter des lois suprémacistes sur les Ukrainiens russophobes. Donc évidemment, là, ça génère tout un processus de discrimination, de considération de citoyens de seconde zone, finalement. Et comme la Crimée est quand même majoritairement russophobe, la Crimée, à un moment donné, ils ont fait un référendum. Est-ce que vous voulez qu'on se casse de l'Ukraine et rejoindre, et qu'on demande l'annexion à la Russie? Bon, voilà, ils ont fait un référendum, c'était oui, et Moscou a accepté la demande d'annexion de la Russie. Alors après, évidemment, on va dire oui, mais ça c'est de la magouille, c'est de la manipulation, c'est à cause de Poutine, etc. C'est vrai que Poutine, il a toujours le bon dos pour lui remettre toute la merde sur lui. C'est-à-dire que là, on occulte complètement, à un moment donné, peut-être la volonté d'un peuple de se sortir d'un giron pour aller dans un autre giron. Imaginez demain, si jamais la République française part à volo, si jamais la France part dans un déclin pas possible, qu'on va dans un pays, je dirais pas fasciste, mais avec des tensions ethnico-religieuses intenses, etc., qui ne vous dit pas que demain, un leader politique décide en Alsace de proposer aux Alsaciens de dire écoutez, là, la France, ça devient une planche pourrie, c'est le gros bordel, je propose un référendum pour demander une annexion à l'Allemagne. C'est tout à fait possible.
Ça peut paraître inimaginable, mais c'est possible. Hein. Tout dépend des événements, des contextes internes à des pays, selon les influences qu'il y a culturelles, ethniques, religieuses, etc. Alors surtout dans des pays, encore en France, on est un pays qui a une histoire profondément ancrée dans le catholicisme, même si on a eu des juifs, on a eu des protestants, et on a aujourd'hui des musulmans, mais la France a toujours eu une histoire empreinte profondément dans le catholicisme, ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays, et dont l'Ukraine par exemple. L'Ukraine, il faut savoir que l'Ukraine s'est partagée à la fois entre des catholiques et aussi des orthodoxes, voire même aussi des musulmans. Hein, c'est comme les pays baltes, hein, c'est pareil, il y a des brassages de population qui fait que vous avez à la fois des influences catholiques, orthodoxes et musulmanes dans un certain nombre de pays. Alors, certains ont développé, je veux dire, des cultures de tolérance qui fait que les 2, 3 religions monothéistes finissent par se côtoyer sans trop de problèmes, etc. Mais c'est pas le cas dans tous les pays. Il y a d'autres pays où et c'est ce qui a fait d'ailleurs les génocides qui ont été pratiqués pendant la guerre de Yougoslavie. Donc voilà, c'est juste pour faire ce petit rappel quand même qui me semble important. Faites très attention. C'est pas parce qu'il y a des évidences qui nous sautent aux yeux sur des situations géopolitiques comme étant acquises que forcément elles le sont de façon légitime. Qu'il y a des contextes, qu'il y a des populations, qu'il y a une histoire, qu'il y a des influences, qu'il y a des enjeux géopolitiques qui font que les choses, quand on commence à décortiquer un peu, on se rend compte que on a une vision complètement différente finalement de ce que les médias, de ce que la bien-pensance nous impose à penser en tant qu'idée, en tant qu'opinion, en tant que fait sur un certain nombre de choses. Alors, en effet, la Crimée n'est pas reconnue comme étant territoire russe par la communauté internationale, mais le contexte géopolitique de la région fait que quand vous avez une opportunité de récupérer un territoire par la volonté d'un peuple, et encore une fois de plus, j'entends loin, certains oui, c'est pas justifié, ça se trouve ça a été manipulé, le référendum a été truqué, etc. Oui, c'est possible, mais c'est pareil, quand on en est réduit aujourd'hui d'un point, quand on fait des élections, par exemple en France, on va faire un référendum, vous allez avoir évidemment une bien-pensance qui veut absolument que le référendum soit oui. Sauf que le référendum, il est non. Qu'est-ce que vous croyez qu'il va se passer? Est-ce qu'on va reconnaître le non? Ben non. Parce qu'on va dire que ça a été truqué. En revanche, si c'est le oui, c'est non, le processus démocratique s'est super bien passé. Souvenez-vous, 2005, référendum, traité européen, non, on n'en veut pas. C'est pas bien, les Français, ils n'ont pas bien voté. Bon, écoute, on va arrêter de faire des référendums en France, on va changer 2 lignes, 3 points et 4 virgules, et puis on va présenter ça comme le traité de Lisbonne, et puis on va demander à l'Assemblée nationale de signer le traité, et puis voilà, emballer c'est peser. Donc quand vous attendez aujourd'hui Macron vous dire on va faire un référendum pour la constitutionnalisation de l'environnement, etc. Oui, je pense qu'à mon avis, vous allez toujours l'attendre, le référendum. Donc plus qu'apparemment le rapport de la commission citoyenne, vous savez, avec les 150, je ne sais plus, 149 ou 148 mesures, etc., c'est en train de partir en eau de boudin, parce que le gouvernement est en train d'apporter ces modifications sous l'influence d'un certain nombre d'industriels, sous l'influence d'un certain nombre d'empires financiers, etc. Donc au final, ce qui a été présenté au Conseil des ministres, je crois, c'est aujourd'hui d'ailleurs, je crois que c'est aujourd'hui que ce rapport est le 10 février. Oui, 10 février, c'est aujourd'hui, puisque c'est aujourd'hui le Conseil des ministres. Donc c'est aujourd'hui que ce fameux rapport est présenté, sauf que le contenu du rapport, apparemment, n'a strictement plus rien à voir avec ce que la commission citoyenne avait plus ou moins accordé avec le consentement de M. Emmanuel Macron. Donc encore un scandale qui va bientôt arriver. Donc voilà, petit aparté sur ce sujet. Donc encore une fois de plus, et je le répéterai toujours,
faites très attention de ne pas tomber dans les pièges des idées préconçues ou de ce qui est établi comme vérité sur le devenir, sur l'existence même d'un pays, de ses origines, de ses contenus, de ses populations, de ses orientations, parce que malheureusement les choses sont parfois plus compliquées que prévu, qu'il y a parfois des tenants et des aboutissants dont évidemment c'est pas des choses qu'on apprend à l'école. Je ne sais pas comment ça se passe aujourd'hui, mais moi je fais partie de la génération qui a connu encore le bloc de l'Est et le bloc de l'Ouest. Pour la petite anecdote, moi j'ai eu un professeur d'histoire géo qui était très profondément communiste, donc à l'époque on faisait évidemment les deux grandes puissances, on faisait les États-Unis et l'URSS. Les États-Unis, on a fait ça peut-être, on a fait quoi, 2 heures, 3 heures de cours dessus. L'URSS, on a mis une semaine. Parce que cette prof avait été en URSS, elle a filé les Cold Course, les Soft Course, c'est génial, tu vois, très... Bon, sauf qu'aujourd'hui, cette prof, j'ai bien rigolé, j'ai bien pensé à elle le jour où l'Union soviétique s'est effondrée. Mais voilà, et certains peut-être, si vous êtes cinéphile, se souviendront du film avec Patrick Bruel, prof, où vous aviez un prof justement d'histoire géo qu'ils appelaient Karl Marx, parce que déjà il ressemblait un peu à Karl Marx, et qui était un peu dans cette optique-là de ce professeur que j'avais eu au collège. Alors aujourd'hui, je ne sais pas trop comment ça se passe, mais je pense qu'à mon avis, il y a beaucoup de choses qui sont survolées pour que les gamins, en fait, accèdent à des informations qui se plient à l'idéologie dominante. C'est-à-dire qu'on ne va pas inciter les jeunes à leur dire, c'est moi la chance que j'ai eu un autre professeur d'histoire géo qui lui, d'ailleurs c'était un conte, il avait le titre de conte d'ailleurs, et qui nous expliquait et qui nous racontait donc ses cours suivant le programme, mais qui après nous rajoutait des éléments d'information, des éléments qui influent à un moment donné sur le fait que voilà, moi je vous donne ça, après vous en faites ce que vous voulez. C'est-à-dire que voilà, je vous laisse votre libre arbitre de comprendre la subtilité historique d'un événement au-delà de ce que le livre d'histoire en a réduit les éléments. Hein, donc, aujourd'hui, est-ce que c'est encore possible? C'est pas certain. Donc voilà. Je pense que c'est un sujet sur lequel on reviendra, parce que je pense qu'il y aura encore des gens qui vont certainement me pousser à être obligé de leur faire un descriptif, un résumé historique d'un pays, pour leur faire comprendre que dans ce pays-là, ce qui s'y passe dépasse notre compréhension et je dirais notre capacité à un moment de croire que nous avons la science infuse ou la conviction d'avoir raison par rapport à ce que malheureusement l'institution, l'information, les médias nous en disent pour nous focaliser sur une opinion plutôt que de développer notre propre opinion sur la question. Et enfin, pour terminer, je vais revenir rapidement sur ce professeur qui nous a fait une présentation de Trappe, qui semble pour lui assez réaliste par rapport à ce que lui il en perçoit en tant que professeur, je crois que c'est un prof de philo, mais sauf que évidemment ce qu'il a dit, alors là attention, il a touché il a fait blasphème, hein, il a blasphémé contre l'équilibre multiracial, multiculturel de la ville de Trappes, à tel point que le maire de Trappes a décidé de porter plainte contre ce professeur. Et encore une fois de plus, eh bien, qu'est-ce qu'on se rend compte? Eh bien, on se rend compte que ce professeur qui soulève alors un point de vue, mais qui suscite évidemment une question qui n'est pas nouvelle. Je veux dire, c'est une question qu'on se pose depuis maintenant des décennies sur le devenir de certains quartiers de banlieue qui ne sont plus sous le coup de la loi de la République, mais du coup de l'islamisation, voire même de barbus, comme on les appelait dans les années 90. Et de ce fait, on a l'impression qu'encore une fois de plus, c'est de façon différente. On ne va pas faire un outil de comparaison avec l'affaire Paty, mais encore une fois de plus, on sent bien que
les institutions de l'éducation nationale, l'institution de l'administration, de la fonction publique est en train de remuer la queue parce qu'ils ne veulent pas qu'on continue à à remuer la merde finalement. Et ce pauvre professeur eh bien, est en train de s'en prendre plein la gueule des bien-pensants du fait que il a soulevé quand même un sujet qui est une réalité sociale dans notre pays. Sauf qu'évidemment, ça dérange d'un côté les islamo-gauchistes, d'un l'autre, ça dérange les institutions parce que c'est lever le voile sur leur incompétence, leur collusion, leur complicité à avoir fermé les yeux ou laissé faire, ou peut-être organiser aussi les choses ainsi, pour diviser le peuple et mettre de l'huile encore plus sur le feu, sur un conflit civilisationnel, religieux aussi, quoique c'est pas tellement religieux en France, c'est plutôt un problème de laïcité. Bon, la laïcité, j'en ai fait une vidéo, si vous voulez voir ce que j'en pense, allez la voir, parce que c'est pareil, la laïcité, il faut faire très attention, on sacralise, on dogmatise la laïcité, alors que la laïcité, ça a toujours été quand même quelque chose qu'on a quand même bien présenté en façade, alors qu'en coulisses, on a parfois, pour des intérêts politiques, des intérêts idéologiques, fait parfois l'impasse sur certains principes de la laïcité, à l'échelle politique, à l'échelle locale, hein, soyons très clairs. Et donc, j'ai l'impression qu'encore une fois de plus, on ne veut pas résoudre le problème, d'autant plus que actuellement la fameuse charte, je ne sais plus, de l'islam de France, alors il y a des imams qui ne veulent pas signer, enfin c'est un bordel sans nom, mais en plus de ça, moi je le rappelle, et je pense que tous les musulmans qui savent de quoi ils parlent et qui connaissent bien leur religion, etc., vous le diront, il n'y a pas d'islam de France, il y a un seul islam, un islam unique. On ne va pas faire un islam de France pour faire plaisir à la République française. Non, il y a un islam, point. C'est comme le catholicisme réformé. Il n'y a qu'un seul catholicisme, il n'y en a pas 36 000. Vous avez des courants au sein du catholicisme, au sein de la chrétienté plus globalement, mais d'une manière générale, vous avez des principes dogmatiques qui font que vous n'avez pas un catholicisme français. Pas comme ça a été le cas avec l'Église anglicane, où en effet, je crois, 15e siècle, où là, le royaume de Grande-Bretagne a décidé de s'extraire de l'influence de Rome et de l'influence de la religion catholique pour créer créer son propre courant, on va dire, suite à l'influence de la réforme, des courants réformistes, qu'on appelle protestantisme plus communément, mais je ne veux pas me lancer là-dedans parce que j'entends déjà de loin dire oh, non, vous dites une connerie, c'est pas, je ne fais pas une vidéo sur les religions, je dis simplement c'est que l'islam est unique et indivisible, le Coran, il n'y a qu'un seul Coran, il n'y en a pas 36 000, on ne va pas faire des Corans adaptés à la société française, un Coran adapté à la société anglaise, à la société américaine, etc. Non, voilà, le Coran est unique, indivisible. Après, c'est une question d'interprétation, c'est une question de foi interne des musulmans, de lire le Coran et de le comprendre, de l'interpréter suivant sa capacité à un moment donné à comprendre que le Coran il a été écrit quand même il y a plusieurs siècles de cela et qu'aujourd'hui il faut peut-être un petit peu faire évoluer les mentalités alors que d'autres n'ont toujours rien compris et qu'eux ils veulent absolument dogmatiser le Coran et tout ce qu'il y dit et ils interprètent évidemment les choses telles que ça les arrange. Donc ça, je dirais que la République aujourd'hui, la seule responsabilité qu'a la République, c'est de dire clairement au monde musulman, à la communauté musulmane, voilà, la République, c'est ça. C'est des lois, c'est une société, une histoire, des principes, des valeurs. Maintenant, à vous de voir. On est très heureux de vous avoir. Culturellement, c'est enrichissant, mais certaines valeurs, certains principes de votre religion ne sont pas compatibles avec la République. Point. Donc maintenant, à vous de voir. Si vous n'êtes pas content, si vous voulez imposer vos lois parce que vous considérez que le Coran, l'islam est prioritaire sur la République, et bien dans ce cas-là, vous n'avez rien à faire à la République. Là, le discours, il doit être clair.
Hein. Si vous voulez pratiquer votre religion selon des dogmes radicaux, etc., eh bien allez dans un pays qui pratique un islam rigoriste. Mais ne restez pas en France. Point. Mais ça, évidemment, on ne peut pas le dire. On n'a pas le droit de le dire. Attention. Hein, parce que le problème, c'est qu'aujourd'hui, cette minorité de radicaux, et en plus avec la complicité politique, administrative, d'élus, d'associations, etc., sont en train de pourrir les valeurs même de la République, de la liberté, de chacun de penser, de se mouvoir, de réfléchir, d'avoir des opinions chez les musulmans qui, depuis plusieurs générations, eh bien, aspirent à être musulmans, mais des musulmans français, avec un respect des valeurs de la République, tout en ne niant pas les valeurs de l'islam, ou les valeurs de la religion musulmane, mais les deux ne sont pas incompatibles. Mais après, c'est une question de perception. Alors, je ne vais pas refaire une vidéo sur l'appréciation, les musulmans, etc. Mais le fait est, c'est que malheureusement, on constate que tout est fait pour ouvrir volontairement la porte au radicalisme, parce que derrière, vous avez des intérêts politiques, vous avez des intérêts électoralistes, surtout dans certains quartiers, dans certaines régions, dans certaines zones, où vous avez des politiciens qui savent qu'ils n'ont plus aucune crédibilité, qu'ils n'ont plus aucune confiance de la part des électeurs majoritaires et qui cherchent en réalité l'électorat communautaire. Ils cherchent l'électorat des minorités. Donc c'est pour ça que depuis des années, eh bien, on voit des politiques caresser dans le sens du poil toutes les associations, quelles qu'elles soient, concernant les minorités, les gens de couleur, les LGBT, etc. Donc évidemment, vous avez des associations, alors je dis pas que toutes les associations sont comme ça, je pense qu'il y a des associations qui sont très honnêtes dans leur démarche, mais malheureusement vous en avez d'autres qui sont radicales, vous en avez qui sont manipulatrices, vous en avez qui jouent le rôle, qui sont des maillages d'un chaînon idéologique pour imposer, voire détruire des éléments de l'histoire de France, des éléments de notre société, de notre façon de faire, de nos mœurs. Un des exemples, c'est par exemple cette année, on ne fêtera pas apparemment la mort de Napoléon. Pourquoi? Parce que Napoléon, c'est un blanc, raciste, homophobe, dictateur, fasciste, esclavagiste. Voilà. Donc non, on ne va pas fêter les 50 ans de la mort de ce monsieur. Ce monsieur, c'est de la merde. Voilà, c'est ignoble. Bon, ça a été quand même un empereur de France qui a quand même conquis l'Europe. Bon, après, discutable, mais je dirais encore une fois de plus. Recontextuons les choses dans un contexte historique particulier, dans un contexte historique précis, qui n'a plus rien à voir avec ce que l'on fait aujourd'hui. Hein, donc il faut remettre les choses dans le bon ordre. Aujourd'hui, on mélange tout. Voilà, c'est pour justifier un propos, beaucoup de gens ont une fâcheuse tendance un peu à tout mélanger, et vas-y, je secoue, et je sors mon idéologie pour critiquer ceci, critiquer cela, et dire que ça c'est mieux que ça. Non, ça c'était quelque chose qui appartient à une histoire, qui appartient à une époque, qui appartient à un contexte. Ne mélangez pas ce que vous convenez aujourd'hui en tant que conviction et opinion avec des choses du passé, qui doivent rester des choses du passé, qui doivent nous servir de leçon, qui doivent nous servir à ne pas faire les mêmes erreurs, même si c'est très compliqué parfois, mais ne réécrivons pas l'histoire, ça ne sert à rien. Mais évidemment, malheureusement, et c'est pas nouveau, je veux dire, ça a toujours existé, depuis que l'homme est homme, de temps en temps, on change quelques petits éléments d'interprétation par rapport à tel personnage, par rapport à telle histoire, par rapport à tel... Oui, forcément, puisque nous allons écrire l'histoire par rapport à ce que nous sentons, mais il est évident que sur, par exemple, la Seconde Guerre mondiale, les Allemands vont peut-être être un petit peu plus frileux à glorifier le Troisième Reich que nous avons à glorifier la victoire des Alliés, tout en minimisant un petit peu notre rôle très lamentable à ne pas avoir su résister à l'invasion allemande, alors que nous en avions les capacités, nous en avions le matériel aussi, mais c'est au niveau des décisions qu'il y a eu des problèmes. Pareil, je ne vais pas refaire l'histoire, c'est pour dire, mais voilà, je veux dire, l'histoire est ce qu'elle est, selon ce que l'on en donne, selon ce que l'on en dit, selon ce que des gens parfois en font, des interprétations, etc. Mais voilà, c'était avant, c'était le passé.
Hein, c'est comme les gens qui disent c'était mieux avant. Ben oui, c'était mieux avant parce que avant, il y avait certaines règles, il y avait certaines lois, il y avait certains principes, certaines valeurs, certaines issues, certaines influences, certaines évolutions, etc., qui ne sont plus les mêmes aujourd'hui. Hein, tout ça, ça revient finalement au conflit générationnel. C'est-à-dire que, évidemment, quand on atteint un certain âge, on se souvient des heures qu'on a pu connaître dans notre adolescence, dans notre jeunesse. On se disait, ouais, c'était quand même vachement mieux que maintenant. Maintenant, c'est vrai, bah, oui, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, maintenant, les jeunes de maintenant, ils ont leur propre culture, ils ont leur propre évolution, ils ont leurs propres principes, leurs propres règles. Alors après, on peut en effet avoir un regard un peu critique sur la façon de percevoir les choses, de voir les choses, etc. Il n'empêche qu'il y a quand même des jeunes qui ne sont pas idiots. Il y a quand même beaucoup, beaucoup de jeunes aujourd'hui qui ont, à différents niveaux, une vision assez réaliste de ce qui se passe aujourd'hui, en dehors des manipulations, des conditionnements, par le divertissement, etc. Je veux dire, il est clair qu'aujourd'hui, on constate ça de façon de plus en plus souvent d'ailleurs, c'est la jeunesse rurale a aujourd'hui un regard beaucoup plus acerbe et beaucoup plus précis que sur la jeunesse soi-disant cultivée urbaine. Hein, le principe qui dit que quand tu es en milieu urbain, tu as plus accès à la culture, tu as plus accès à la connaissance que dans les milieux ruraux. Sauf qu'avec l'Internet, aujourd'hui, c'est plus vrai. Aujourd'hui, vous avez des jeunes dans les milieux ruraux qui sont bien mieux éduqués, qui sont bien mieux informés que ceux qui sont parfois dans les villes. Hein, attention, je ne dis pas que c'est tous, hein, mais il y a une portion aujourd'hui, ça existe. Hein, quand on voit aujourd'hui ces plupart de gens qui s'autoproclament, qui se croient révolutionnaires, alors qu'en réalité, le jour où ils se retrouvent dans une situation conflictuelle, violente, avec de la pression et de la tension, etc., c'est les premiers à se pisser dessus. Donc voilà, je veux dire, et je peux vous dire qu'aux États-Unis, on en a un sacré paquet comme ça. Hein, regardez, je me souviens, je vais terminer là-dessus, mais il y a eu pas mal de vidéos lorsqu'il y a eu les événements BLM. Il y a eu des vidéos qui ont circulé. C'était des manifestants qui manifestaient, assez virulents, de façon assez virulente, etc. Sauf que le problème, la majorité des manifestants étaient blancs. Il n'y a quasiment pas de noirs. Et à un moment donné, il y a une vidéo sur un pont, ils interpellent un vieux, évidemment, qui devait être certainement un peu conservateur sur les bords, etc. Sauf que le vieux a commencé à répondre. Et là, il a fait l'erreur. Ouais, le mec, il s'en est pris plein la gueule, il a commencé à se faire insulter de tous les noms, commencé à se faire hurler dessus, etc. Sauf que le mec, il s'est pas démonté. Il a fait demi-tour, il a commencé à s'approcher des jeunes, avec une manivelle ou un truc comme ça. Ah, bah alors là, putain, vous auriez vu les gamins, tout d'un coup, qui se sont mis à se pisser dessus. Commençaient à hurler, appelez la police, faites le 911, etc. Alors que 5 minutes avant, ils commençaient à hurler, oui, débunk la police, définancer la police, etc. Halte à la haine de la police, etc. T'es là, tu te dis, voilà l'exemple même d'une portion, alors je dis bien d'une portion de la population américaine, qui est d'une immaturité absolue. Au point qu'ils ne se rendent même pas compte, qu'ils sont dans une ambiguïté, dans un contresens intellectuel. Et je peux vous dire qu'il y en a un sacré paquet quand même. Hein. C'est encore une fois de plus, c'est pas la majorité, mais il y en a quand même un sacré paquet. Hein. Et ça, malheureusement, c'est une culture qu'on est en train d'exporter en France. Hein. Ne vous inquiétez pas, les Traoré, vous allez encore en entendre parler, puisque les Traoré sont la base d'exportation des mouvements BLM en France. Mouvement BLM d'ailleurs qui continue à vouloir organiser des manifestations avec leurs copains les Antifa, même alors que Biden est au pouvoir. Je veux dire, là aujourd'hui, là les démocrates, ils sont en train de se poser la question, ils se disent mais qu'est-ce qui se passe là? Normalement, ils devraient rentrer chez eux, tous ces gens-là, on va s'occuper d'eux. Non, ils en ont rien à branler, les démocrates ou républicains, pareil eux-mêmes. Ils n'ont pas confiance envers les démocrates, les BLM. Parce que d'un côté, ils ont inconsciemment, on les a orientés pour servir les intérêts des démocrates pour les élections. Mais sauf maintenant, les élections, ça y est, c'est fini. Trump, il est dégagé. Biden est à la Maison-Blanche. Donc maintenant c'est l'heure de pourparler, c'est l'heure de négocier, c'est l'heure de travailler, de réfléchir. Eh ben non, on est dans la contestation. La contestation de quoi?
Oui, il y a encore des problèmes à résoudre aux États-Unis. Mais ces problèmes-là, c'est des problèmes qui se résoudront avec le temps, avec l'évolution des mœurs. Or là, aujourd'hui, on sent bien qu'il y a une volonté de vouloir obliger, de vouloir imposer. Et ceux qui refusent de se faire imposer, eh ben on va les mettre en prison. C'est ce qui est en train de commencer à s'installer. Hein, avec la chasse aux sorcières, etc. Là, ils ont essayé, ils ont quasiment presque arrêté tous ceux qui étaient rentrés dans le Capitole. Mais quand on voit les têtes et quand on voit les machins, j'appelle ça des machins, on veut faire passer ça pour des révolutionnaires, pour des émeutiers, des contestataires. Non, c'est des guignols. Ils ne sont pas organisants, ils ne sont pas structurés. Ils ont même essayé de les structurer, ils ont essayé même d'organiser un petit peu l'opération. Mais c'est parti dans tous les sens. D'où d'ailleurs le bordel qu'on voit souvent dans les vidéos. Donc, enfin voilà, tout ça pour dire qu'encore une fois de plus, ce pauvre professeur de Trappes peut-être a ouvert sa gueule de trop. J'espère que quand même les autorités et les médias vont le soutenir, ce qui n'est pas forcément le cas. Et je vais terminer aussi par Pascal Praud, qui a poussé une gueulante sur justement la gestion de la pandémie et sur le problème aujourd'hui qui se semble de plus en plus révéler aux yeux des Français de la prise finalement de pouvoir de la technocratie sur le professionnalisme de la santé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce ne sont plus les gens qui soignent, qui veulent soigner, qui sont au contact avec des patients, etc., qui ont la liberté de pratiquer leur métier, de pratiquer la médecine leur est imposée par des technocrates. Donc c'est de plus en plus voyant. Alors en plus de ça, des technocrates sous influence, c'est-à-dire sous lobbying. Et Pascal Praud a justement ressoulevé la question du remdesivir, que des gens ont promu, ont mis en avant comme étant certainement un traitement très avantageux, très prometteur, etc. Puis finalement, non. Ouais, c'est que les gens qui ont motivé, qui ont fait la promotion de ce produit, ils sont toujours là. Ils sont toujours les plateaux de télé. Bon, même si Blachier, aujourd'hui, il a un petit peu retourné sa veste, mais la Karine Lacombe, pourquoi cette nana est toujours là? Si elle est toujours là, c'est parce que elle est imposée. Elle est imposée. Elle est imposée par le lobby pharmaceutique. Elle est imposée par le Big Pharma. Et personne ne pourra la déboulonner. Voilà, c'est tout. Portez-vous bien. Je pense à vous, pensons à nous sur cette période difficile, période qui va commencer à être une période de post-vaccination. Juste petit détail, j'avais mis dans ma précédente vidéo le lien sur l'adresse pour accéder au rapport sur les effets secondaires du Pfizer. Malheureusement, comme par hasard, le lien ne fonctionne plus. Alors c'est pour ça que j'ai fait des captures d'écran. Vous pourrez retrouver donc les captures d'écran sur le blog Info.tox, dont j'avais mis le lien d'ailleurs sur la précédente vidéo. Et nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Désolé si mon élocution est un petit peu compliquée aujourd'hui, mais il se trouve qu'il y a un travail de ravalement dentaire qui est en cours, et donc j'ai un petit peu de mal des fois un petit peu à articuler. Voilà. Portez-vous bien et à la prochaine.